d'excessif ne se glisse lentement dans la vie des mortels qui nous les expose au malheur. Sophocle. Ouais, c'est Pete. Vanité des vanités, toutes les vanités. Regardez autour de vous. On dirait que le monde est en train de devenir fou. Il est temps de se demander si c'est normal. Ou si nous sommes tous sous l'emprise d'un sort. J'aimerais que plus de gens comprennent ce qui est en train d'arriver. Tout le monde devrait être au courant de ce qui se passe, pas que l'industrie technologique. Il est possible de prédire les actions que vous allez faire. Bon, ok, je vais tenter un truc. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Tout ce à quoi nous avons accès, même dans l'amour d'autrui, est à l'extérieur. Notre connaissance est donc limitée à ce qu'il veut bien nous montrer. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Oh, mais ça fait dégueulasse. Des fois, c'est plus beau ce que t'as dans les yeux que ce que retranscrit nos putains d'appareils. Pour finir une soirée comme celle-là, disait-elle, il nous faudrait des amoureux. Si j'avais prévu ça tantôt, j'en aurais fait venir 2 de Paris et je t'en aurais cédé un. Moi, reprit l'autre, j'en trouve toujours. Même ce soir, si j'en voulais un, je l'aurais. Allons donc à Roqueville, ma chère. Un paysan, alors? Non, pas tout à fait. Alors raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ton amoureux. Ma chère, moi je ne peux pas vivre sans être aimée. Si je n'étais pas aimée, je me croirais morte. Moi aussi, n'est-ce pas? Oui, les hommes ne comprennent pas ça, nos maris surtout. Non, pas du tout. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? L'amour qu'il nous faut est fait de gâterie, de gentillesse, de galanterie. C'est la nourriture de notre cœur, ça. C'est indispensable à notre vie. Indispensable. Il faut que je sente que quelqu'un pense à moi, toujours, partout. Quand je m'endors, quand je m'éveille, il faut que je sache qu'on m'aime quelque part, qu'on rêve de moi, qu'on me désire. Sans cela, je serais malheureuse. Oh, mais malheureuse à pleurer tout le temps. Moi aussi. Songe donc que c'est impossible autrement. Quand un mari a été gentil pendant 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, il devient forcément une brute. Oui, une vraie brute. Il ne se gêne plus pour rien, il se montre tel qu'il est, il fait des scènes pour les notes, pour toutes les notes. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on vit toujours. Ça, c'est bien vrai. N'est-ce pas? Où donc en étais-je? Je ne me rappelle plus du tout. Tu disais que tous les maris sont des brutes. Oui, des brutes, tous. C'est vrai. Et après? Quoi après? Qu'est-ce que je disais après? Je ne sais pas moi, puisque tu ne l'as pas dit. J'avais pourtant quelque chose à te raconter. Oui, c'est vrai, attends. Ah, j'y suis. Je t'écoute. Je te disais donc que moi, je trouve partout des amoureux. Comment fais-tu? Voilà, suis-moi bien. Quand j'arrive dans un pays nouveau, je prends des notes et je fais mon choix. Tu fais ton choix? Oui, parbleu. Je prends des notes d'abord, je m'informe. Il faut avant tout qu'un homme soit discret, riche et généreux, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis, il faut qu'il me plaise comme homme. Nécessairement. Alors je l'amorce. Tu l'amorces? Oui, comme on fait pour prendre du poisson. Tu n'as jamais pêché à la ligne? Non, jamais. Tu as eu tort, c'est très amusant. Et puis c'est instructif. Donc je l'amorce. Comment fais-tu? Bête, va. Est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre comme s'ils avaient le choix? Et ils croient choisir encore, ces imbéciles. Mais c'est nous qui choisissons, toujours. Songe donc,
Quand on n'est pas laide et pas sotte, comme nous, tous les hommes sont des prétendants, tous sans exception. Nous les passons en revue du matin au soir, et quand nous en avons visé un, nous l'amorçons. Ça ne me dit pas comment tu fais. Comment je fais? Mais je ne fais rien, je me laisse regarder, voilà tout. Tu te laisses regarder? Mais oui, ça suffit. Quand on s'est laissé regarder plusieurs fois de suite, un homme vous trouve aussitôt la plus jolie, la plus séduisante de toutes les femmes. Alors il commence à vous faire la cour. Moi, je lui laisse comprendre qu'il n'est pas mal, sans rien dire, bien entendu, et il tombe amoureux comme un bloc. Je le tiens, et ça dure plus ou moins selon ses qualités. Tu prends comme ça tout ce que tu veux. Presque tous. Ah, alors il y en a qui résistent. Quelquefois. Pourquoi? Oh, pourquoi? On est Joseph pour 3 raisons. Parce qu'on est très amoureux d'une autre, parce qu'on est d'une timidité excessive, et parce qu'on est, comment dirais-je, incapable de mener jusqu'au bout la conquête d'une femme? Oh, ma chère, tu crois? Oui, j'en suis sûre. Il y en a beaucoup de cette dernière espèce. Beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne croit. Oh, ils ont l'air de tout le monde. Ils sont habillés comme les autres, ils font les pans. Quand je dis les pans, je me trompe, ils ne pourraient pas se déployer. Oh, ma chère! Quant aux timides, ils sont quelquefois d'une sottise imprenable. Ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller, même pour se coucher tout seuls quand ils ont une glace dans leur chambre. Avec cela, il faut être énergique, user du regard et de la poignée de main. C'est même quelquefois inutile, ils ne savent jamais comment ni par où commencer. Quand on perd connaissance devant eux, comme dernier moyen, ils vous soignent, et pour peu qu'on tarde à reprendre ses sens, ils vont chercher du secours. Ce que je préfère, moi, ce sont les amoureux des autres. Ceux-là, je les enlève d'assaut à la baïonnette, ma chère. C'est bon tout ça, mais quand il n'y a pas d'homme, comme ici par exemple. J'en trouve. Tu en trouves? Où ça? Partout. Tiens, ça me rappelle mon histoire. Voilà 2 ans cette année que mon mari m'a fait passer l'été dans sa terre de Bougrolles. Là, rien, mais tu entends? Rien de rien, de rien, de rien. Dans les manoirs des environs, quelques lourdeaux dégoûtants, des chasseurs de poils et de plumes vivant dans des châteaux sans baignoire, de ces hommes qui transpirent et se couchent par là-dessus, et qu'il serait impossible de corriger parce qu'ils ont des principes d'existence malpropres. Devine ce que j'ai fait? Je ne devine pas. Je venais de lire un tas de romans de George Sand pour l'exaltation de l'homme du peuple. Des romans où les ouvriers sont sublimes et tous les hommes du monde criminels. Ajoute à cela que j'avais vu Ruy Blas l'hiver précédent et que ça m'avait beaucoup frappé. Eh bien, un de nos fermiers avait un fils, un beau gars de 22 ans qui avait étudié pour être prêtre, puis quitté le séminaire par dégoût. Eh bien, je l'ai pris comme domestique. Oh, et après, ma chère, je l'ai traité de très haut en lui montrant beaucoup de ma personne. Je ne l'ai pas amorcé, celui-là, ce rustre. Je l'ai allumé. Oh, André! Oui, ça m'amusait même beaucoup. On dit que les domestiques, ça ne compte pas. Eh bien, il ne comptait point. Je le sonnais pour les ordres chaque matin quand ma femme de chambre m'habillait, et aussi chaque soir quand elle me déshabillait. Oh, André! Ma chère, il a flambé comme un toit de paille. Alors à table, pendant les repas, je n'ai plus parlé que de propreté, de soins du corps, de douche, de bain, si bien qu'au bout de 15 jours, il se trempait matin et soir dans la rivière, puis se parfumait à empoisonner le château. J'ai même été obligée de lui interdire les parfums en lui disant d'un air furieux que les hommes ne devaient jamais employer que de l'eau de Cologne. Oh, André! Alors j'ai eu l'idée d'organiser une bibliothèque de campagne. J'ai fait venir quelques centaines de romans moraux que je prêtais à tous nos paysans et à mes domestiques. Il s'était glissé dans ma collection quelques livres poétiques de ceux qui troublent les âmes des pensionnaires et des collégiens. Je les ai donnés à mon valet de chambre. Ça lui a appris la vie. Une drôle de vie. Oh, André! Alors je suis devenue familière avec lui, je me suis mise à le tutoyer. Je l'avais nommé Joseph. Ma chère, il était dans un état effrayant. Il devenait maigre comme un coq et il roulait des yeux de fou. Moi, je m'amusais énormément. C'est un de mes meilleurs étés. Et après, oui, eh bien, un jour que mon mari était absent, je lui ai dit d'atteler le panier pour me conduire dans les bois. Il faisait très chaud. Voilà. Oh, André, dis-moi tout, ça m'amuse tant. Tiens,
Bois un verre de chartreuse. Sans ça, je finirais le carafon toute seule. Et bien après, je me suis trouvée mal en route. Comment ça ? Non, que tu es bête. Je lui ai dit que j'allais me trouver mal et qu'il fallait me porter sur l'herbe. Et puis quand j'ai été sur l'herbe, j'ai suffoqué et je lui ai dit de me délasser. Et puis quand j'ai été délacée, j'ai perdu connaissance. Tout à fait ? Oh non, pas du tout. Eh bien, j'ai été obligée de rester près d'1 heure sans connaissance. Il ne trouvait pas de remède, mais j'ai été patiente et je n'ai rouvert les yeux qu'après sa chute. Oh, André, et qu'est-ce que tu lui as dit ? Moi, rien ? Est-ce que je savais quelque chose puisque j'étais sans connaissance ? Je l'ai remercié, je lui ai dit de me remettre en voiture et il m'a ramené au château. Mais il a failli verser en tournant la barrière. Oh, André, et c'est tout ? C'est tout. Tu n'as perdu connaissance qu'une fois. Rien qu'une fois, parbleu, je ne voulais pas faire mon amant de ce goujat. L'as dû garder longtemps après ça ? Mais oui, je l'ai encore. Pourquoi est-ce que je l'aurais renvoyé ? Je n'avais pas à m'en plaindre. Oh, André. Et il t'aime toujours ? Parbleu. Où est-il ? La petite baronne étendit la main vers la muraille et poussa le timbre électrique. La porte s'ouvrit aussitôt et un grand valet entra qui répandait autour de lui une forte senteur d'eau de Cologne. La baronne lui dit : « Joseph, mon garçon, j'ai peur de me trouver mal. Va me chercher ma femme de chambre. » L'homme demeurait immobile comme un soldat devant un officier et fixait un regard ardent sur sa maîtresse qui reprit : « Mais va donc vite, grand sot. Nous ne sommes pas dans le bois aujourd'hui et Rosalie me soignera mieux que toi. » Il tourna sur ses talons et sortit. La petite comtesse, effarée, demanda : « Et qu'est-ce que tu diras à ta femme de chambre ? » « Je lui dirai que c'est passé. » « Non, je me ferai tout de même délasser, ça me soulagera la poitrine, car je ne peux plus respirer, je suis grise, ma chère, mais grise à tomber si je me levais. » À la base, Internet était un endroit fun et farfelu. C'était un lieu où on pouvait expérimenter plein de choses créatives. Bien sûr, on peut toujours le faire, mais ce n'est plus pareil. On dirait un grand centre commercial. Ça n'a plus le même charme. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux nous rendent-ils accros ? Oui. Nous rendent-ils tristes ? Probablement. Nous rendent-ils stupides ? C'est ce qu'on va voir. Toutes vos actions en ligne, tous les clics que vous avez faits, toutes les vidéos que vous avez vues, tout est répertorié dans leur base de données pour améliorer leur modèle. Une fois le modèle établi, il est possible de prédire les actions que vous allez faire. Ils peuvent prédire votre prochaine action, le genre de vidéo que vous allez aimer regarder et les émotions auxquelles vous êtes le plus réceptif. Vous dire, Jean Messia aujourd'hui, c'est plus un homme politique dans la tête des gens. C'est un showman. Donc, est-ce que demain, on va voter pour un showman ? Je suis pas sûr. Après, Jean Messia. On ne sait pas. C'est à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, il y a beaucoup de showman qui. Il y a eu Trump. Après, oui, pas forcément. On fait de mieux, on a les héros qu'on mérite. Ouais, on peut se bagarrer contre ça. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à me bagarrer contre ça. Mais c'est ça aux acteurs, c'est leur métier, ils font ça beaucoup mieux que les gens qui pensent qu'ils font de la politique et que c'est bien de faire de la politique. En allant dans des shows télévisés, on leur demande pas d'aller dans des shows télévisés, on leur demande de résoudre des problèmes pour que les hommes et les femmes aillent moins mal ou mieux. Mais ça, leur fonction, le reste, on n'en a absolument rien à foutre. Mais vous remarquerez, ça m'exaspère au dernier degré, j'en ai marre de ça. On aura les héros qu'on mérite et on finira par créer des générations qui finiront par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de racisme. Alors ça m'en La génération Z, c'est-à-dire les gens nés après 96, est la première génération dans l'histoire à avoir eu accès aux réseaux sociaux dès le collège. Comment s'occupent-ils ? Ils rentrent de l'école et sont scotchés aux écrans. Une génération entière est désormais plus anxieuse, plus fragile et plus dépressive. Ils ont aussi beaucoup plus peur de prendre des risques. Ils passent par exemple leur permis de plus en plus tard. C'est également le cas pour les relations amoureuses. Le taux de rencontre a fortement baissé. C'est un vrai changement générationnel. Il y a un truc très simple dans la vie, quand on veut savoir comment une personne se sent ou ressent, on se met à sa place.
Et là, on comprend beaucoup mieux autrui, on comprend beaucoup mieux le monde aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle l'empathie, évidemment. C'est pas une question d'amour, mais tout peut disparaître, y compris l'amour. Quand on n'y croit plus, on n'y croit plus. C'est parce que l'autre n'a rien à voir avec nous qu'il est passionnant. Et au fond, c'est pour cela qu'il donne un sens à notre propre vie. C'est justement parce que le regarder provoque des réactions parfois épidermiques dans notre corps et dans notre esprit qu'il est si essentiel. On ne comprend pas l'autre, c'est vrai, mais on apprend à nous connaître en le regardant, en constatant ce qui chez lui nous fait réagir. Finalement, c'est en observant autrui que je deviens moi-même. Malheureusement, vous savez, tout ce qui rentre par la bouche, ça montre bien qu'on a besoin d'être nourri, qu'on a besoin d'être rassuré, etc. C'est pour vous, c'est pour toutes les personnes qui sont anorexiques, boulimiques, bref, qui prennent des médicaments pour dormir. Tout ce qui rentre par la bouche nous montre notre sensibilité, notre besoin d'être nourri. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et c'est pareil, je vous dis pour nous, quand on, quand on mange trop, quand on mange mal, enfin bref, voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis. Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai pas ces ennuis-là? Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai pris une autre voie et lui non? En dehors des choix qu'on fait, est-ce qu'il a eu toutes les chances que moi j'ai eues? Est-ce qu'il a eu les opportunités que j'ai eues? On veut penser ça pour se rassurer en disant voilà, si moi j'ai réussi, je suis à ce poste-là, je suis avocat au barreau de Paris, c'est parce que j'ai fait les bons choix. Et les autres qui n'ont pas réussi, le SDF que je croise dans la rue en faisant semblant de pas le voir en arrivant, lui c'est qu'il a fait les mauvais choix. C'est sa faute. C'est tellement rassurant. Mais en fait, quand on voit ces dossiers où ces personnalités sont parfois mises à nu, on voit leurs histoires et on se rend compte que non, il y a une terrible loterie, que même avec les meilleures intentions, en faisant toujours les bons choix, en voulant bien faire, parfois on arrive tout en bas de l'échelle sociale, on rate tout. Et c'est une question, oui, qui est obsédante. De toute façon, tout s'explique. Qu'est-ce que vous voulez? Si à la base, c'est pas soutenue par le père, elle essaie de faire le rôle du père, de la mère, de ceci, de cela. Et puis, du coup, tu finis par t'y perdre. Et puis, avoir des comportements aussi un peu inadaptés des fois. La sensation d'être tatoué, ça ressemble à une brûlure. Et parfois, selon les endroits, on imagine sans peine la caresse d'un petit scalpel. Mais c'est une souffrance assumée parce que c'est une décision. Dans la vie, on évite au mieux de se faire mal. Mais le tatouage, lui, dit « Ta souffrance, elle aura un but. Et quand elle cessera, elle sera plus belle que tu ne le crois. » C'est toujours un affrontement avec soi-même. Ouais, parce que on voit que toi... déjà les deux personnes se sont rencontrées à un moment donné où elles étaient visiblement pas dans le même état d'esprit. Et malheureusement, je vais dire presque toutes ces névroses, toi tu les as, t'as fait l'éponge en fait. T'es arrivé en mode niaise, et c'est pas péjoratif niaise, c'est candide à l'air. Le mot est plus joli. Mais donc plus pleine de... On va où on va, j'ai pas de mauvaises intentions derrière, tu vois, et je veux bien croire ce qu'on montre, ou ouais, ce qu'on me présente. Et tu sais quoi, on va goûter au menu et s'il est bon, on continuera à manger. Et tu t'es fait prendre un petit peu au propre piège d'une personne qui ne savait pas ce qu'il voulait et qui en plus, elle avait des névroses et les aura toujours. Je suis pas en train de la clasher parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, tu vois. À chaque fois que j'ai pu lui demander quelque chose, ouais, elle a pas de chercher d'explication ou quoi. Mais par rapport à quelqu'un que je connais, les personnes que j'ai pu connaître, mais ça m'a beaucoup fait penser à une personne dans mon entourage. Ces personnes qui sont angoissées de nature, très angoissées. C'est-à-dire que même, tu l'expliques, même au début de la relation, elle avait peur. Et ces gens-là, malheureusement, voilà, te font vivre
sur ou sous le train de leurs émotions. Et tu le détailles complètement dans cet épisode où tu dis ouais, elle me faisait vivre les montagnes russes, mais les montagnes russes c'était elle qui les provoquait parce que c'était elle qui les subissait par ses névroses, tu vois. Je veux dire, on est tous névrosés, donc je suis pas en train de la clasher plus que voilà. Enfin, c'est le Far West maintenant dans les relations amoureuses. Ah bah alors ça ce que vous dites là, comme vous dites, hein, et je peux vous dire que j'en connais, hein, des hommes qui sont seuls et des femmes qui sont seules. Le pire, c'est que il y a des tas de femmes qui sont seules, qui voudraient rencontrer l'homme de leur vie, mais alors elles sont devenues des vrais mecs, les femmes aujourd'hui. Il faut savoir qu'à force de dire que la femme, il faut pas qu'elle s'espère, faut qu'elle soit autonome, faut qu'elle fasse des gamins toute seule, et ben du coup la femme passe la fête. Elle est passée de la femme qui était soumise sous le régime du patriarcat où l'homme avait tout pouvoir sur elle, hélas. Hein, il y a eu cette époque, faut la reconnaître, où l'homme disait à sa femme, écoute, c'est moi qui paye, c'est moi qui ramène l'argent, donc tiens, je te donne ça, tu vas faire les courses et tu ne dépenses pas plus. C'était dramatique. Mais là, on est passé carrément de l'autre côté. Et il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ce que vous dites. Mais les femmes, du coup, elles sont toutes seules aussi, il ne faut pas rêver. Hein. Bien sûr. Mais elles ont l'air de dire qu'elles sont mieux toutes seules que mal accompagnées. Bah écoutez donc, on verra dans 10 ans, hein, parce que ça va basculer, hein, de toute façon. Ce qui signifie que nos actes ne sont que la conséquence mécanique de nos idées, de même que nos idées ne sont que la conséquence mécanique de nos actes. Parce que quand on a encore un enfant avec qui on peut discuter, qu'on rigole un peu, qu'on regarde un film, etc., qu'on l'emmène au sport, qu'on va voir ses matchs de foot, bah, ça occupe, on n'est pas complètement tout seul. Vous remarquerez que très souvent, lorsqu'on est placé dans des conditions matérielles différentes, eh bien on peut avoir des opinions différentes. Et de la même façon, lorsque nos opinions évoluent, ça se répercute dans notre manière d'agir et donc dans nos conditions matérielles d'existence. Si j'ai changé en te rencontrant, c'est que j'ai rencontré l'altérité en toi, mais aussi en moi. Avant de te rencontrer, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas non plus qu'existait en moi cette part de moi. Tu m'as appris qu'il n'était pas trop tard en moi pour cette part de moi. Je veux vivre heureux dans un monde que je ne comprends pas. Ce qui donne tort à l'imbécile heureux, et ce qui fait que la plupart des imbéciles ne sont pas heureux, c'est que ils vivent dans l'illusion et que le réel ne cesse de les décevoir, au fond. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé dans mes premiers livres sur l'idée de ce que j'appelais un gai désespoir. Pas le désespoir du suicidaire ou du déprimé, non. Le gai désespoir de celui qui n'a plus rien à espérer parce que, au fond, le réel lui suffit. Les choses telles qu'elles sont et qui te donnent le moyen de transformer éventuellement lui plaisent davantage que ses rêves ou que ses illusions. Alors qu'à l'inverse, celui qui vit dans l'espoir et donc dans la crainte, parce que comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Celui qui vit dans l'espoir vit donc dans la crainte, et donc il n'est pas heureux, mais qui plus est, le plus souvent évidemment, le réel va venir le décevoir. Alors c'est ce que j'expliquais dans mes premiers livres, et l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues, donc c'était il y a une trentaine d'années, m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, qui m'expliquait qu'il était d'accord avec mon livre, qui était le traité du désespoir et de la béatitude, parce que, me disait-il, dans mon expérience de psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception, me disait-il. Et la formule m'avait frappé, d'autant plus que ma mère s'est en effet suicidée. J'étais adulte, j'avais une trentaine d'années, et repensant à ça, je me suis dit, voilà, oui, maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Dans cet océan narcissique de la mise en scène généralisée, parcourant les furtifs débats qui bourgeonnent en commentaires de posts ou de live Insta,
J'ai assisté il y a peu à l'échange suivant. Quelqu'un déclare « Il ne faut plus lire ou écouter les œuvres de cette autrice car elle est haineuse. » Quelqu'un répond « Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle a dit de haineux ? Je ne sais pas exactement et je n'ai personnellement pas la force émotionnelle d'aller lire ce genre de choses, mais si insérer le nom d'une personne influente le dit, je le crois et tu peux lui faire confiance à 100%. Mince. Je ne sais pas si l'autrice en question est haineuse, si elle a dit une horreur. Mais apparemment, il faut faire totalement confiance à insérer le nom d'une personne influente et ne plus jamais lire ses œuvres. Si je mentionne cet échange, c'est qu'il est malheureusement très banal sur la toile et qu'il illustre une forme de conformisme que je trouve stupéfiante quand elle se manifeste, carrément inquiétante quand elle se mue en habitude. Bien sûr, le besoin de faire communauté n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais qu'est-ce qu'une communauté aujourd'hui ? Nous sommes des animaux sociaux et nous souffrons de solitude, atomisés dans des sociétés individualistes, désirant l'intimité mais la craignant. Dans ce contexte mortifère, les nouvelles technologies viennent reconfigurer nos rapports interpersonnels, comme le constate Sherry Turkle, professeure d'études sociales en sciences et technologies. Je cite : « Au cours des 15 dernières années, j'ai étudié les technologies de communication mobile et j'ai interrogé des centaines et des centaines de personnes, jeunes et vieux, au sujet de leur vie branchée. Et ce que j'ai trouvé est que nos petits appareils, ces petits appareils dans nos poches, sont si puissants psychologiquement qu'ils ne changent pas seulement ce que nous faisons, ils changent qui nous sommes. La technologie nous séduit principalement là où nous sommes le plus vulnérables. Et nous sommes vulnérables. Nous sommes seuls, mais nous avons peur de l'intimité. Et donc, des réseaux sociaux aux robots sociables, nous concevons des technologies qui vont nous donner l'illusion de la compagnie sans les exigences de l'amitié. La connexion constante change la façon dont les gens se conçoivent eux-mêmes. Elle façonne une nouvelle façon d'être. La meilleure façon de la décrire est « je partage, donc je suis ». Nous utilisons la technologie pour nous définir en partageant nos pensées et nos sentiments alors même que nous les pensons et les ressentons. Cette analyse m'interpelle car certains comportements abusifs sont favorisés par les outils numériques qui ont très rapidement débarqué dans nos vies connectées. On connaît par exemple les conséquences désastreuses du harcèlement en ligne, subi notamment par les militantes féministes qui dénoncent les violences masculines. On commence à réaliser les impacts physiologiques, sociaux et écologiques des technologies numériques et la manière dont les puissants s'en servent pour manipuler l'information. Dans le documentaire Stare into the Lights, My Pretties, la neuroscientifique Suzanne Greenfield prévient. Cela peut sembler extrême, mais si nous faisons sans cesse appel à une mémoire externe, cela va avoir un impact énorme sur la manière dont nous interagissons, sur la vitesse avec laquelle les idées nous viennent, ce que nous en faisons. Les plus jeunes générations sont peut-être désavantagées parce qu'elles n'ont pas de tels processus mentaux, que leur mentalité relève plus du copier-coller. Mais qu'en est-il de notre faculté personnelle de jugement et de raisonnement critique ? Dans l'exemple plus haut, la personne dit ne pas avoir la force émotionnelle, entre guillemets, de vérifier des faits sur la base desquels elle trouve néanmoins la force émotionnelle de proférer des accusations de haineuses. Certes, les journées de travail sont fatigantes. À cela s'ajoutent nos soucis et différentes oppressions subies. Certes, les notifications constantes nous harassent pour nous séduire et attirer notre attention. Et nous avons du mal à rester concentrés. Et je conçois parfaitement qu'on n'ait pas toujours la force émotionnelle de consulter tel contenu si on risque de faire face à des images violentes sans y être préparé. Ça m'arrive aussi, je dois le reconnaître. Toutefois, lorsqu'un sujet grave est en jeu et qu'on s'apprête à le trancher hâtivement en proférant des injures,
Je pense qu'il y a danger à foncer tête baissée. Pour raisonner intelligemment, et je m'inclus moi-même dans cette critique, nous devrions rester prudents, prudentes, nous méfier de l'influence des autres, de leurs dogmes et de leur autorité. Les magiciens étaient en quelque sorte les premiers neuroscientifiques et psychologues. On peut dire que c'est eux qui ont compris en premier comment marche le cerveau humain. Ils testaient en continu de nouvelles choses sur les gens. Les magiciens ont réussi à déceler et comprendre une partie de notre esprit qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui fait que l'illusion marche. Les docteurs, les avocats, les ingénieurs aéronautiques, personne n'est à l'abri. Ils ne savent pas à quel point leur esprit est vulnérable. C'est une spécialité à part entière. Et cette spécialité s'applique à tous les êtres humains. En prenant ça en compte, on peut mieux comprendre l'impact des technologies. Lors de mes études en captologie à l'université de Stanford, c'est ça qu'on apprenait. Comment utiliser ce qu'on sait de l'esprit humain et des techniques de persuasion pour le retranscrire dans les nouvelles technologies. Les technologies persuasives sont des techniques poussées à l'extrême, ayant pour unique but de changer le comportement d'une personne. Le but, c'est qu'il fasse ce qu'on veut, comme par exemple défiler à l'infini sur leur écran. Si vous rafraîchissez la page, les résultats changent. À chaque fois que vous le faites, ça change. En psychologie, c'est un phénomène que l'on appelle le renforcement positif intermittent. On ne sait pas si on va recevoir quelque chose, ni même ce qu'on va recevoir. C'est le même principe que les machines à sous à Las Vegas. Le fait que vous utilisiez le service ne suffit pas. Ils veulent rentrer au plus profond de votre cerveau et de votre subconscient. Une habitude inconsciente qui fait que vous êtes conditionné à faire une tâche sans même vous en rendre compte. Il y a ces personnalités-là qui sont angoissées de nature. Et, je veux dire, elle l'était avant toi. Elle sera après toi. Elle sera avec tout le monde. Malheureusement. Et je suis pas en train de la clasher parce que malheureusement, ça doit être super dur à vivre. Je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs que nous nous en faisons. Si l'expérience nous apprend quelque chose de clair, c'est bien ça. Sauf que pour beaucoup de gens, quand la vie ne correspond pas à leurs espoirs, quand ils sont déçus, ils en concluent que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée, au contraire, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espérances, ça prouve pas que c'est la vie qui a tort, ça prouve que c'est nos espérances qui, dès le départ, étaient illusoires, infondées. Et donc, comme je l'ai dit souvent, il s'agit d'espérer un peu moins et de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Espérer un peu moins parce qu'au fond, quelle différence y a-t-il entre l'espoir et la connaissance? C'est qu'on espère que ce qui n'est pas, et on ne peut connaître que ce qui est. Pareil pour l'amour, on espère que ce qui n'est pas, on ne peut aimer que ce qui est. Et pourquoi l'action? Parce que comme disent les stoïciens, mieux vaut faire ce qui dépend de soi, plutôt qu'espérer perpétuellement et donc craindre ce qui n'en dépend pas. Et c'est pourquoi je disais, j'anticipe sur la suite de nos échanges, mais que le sage est un homme d'action. Parce que là où beaucoup de gens passent leur vie à espérer ceci, cela, et donc à craindre cela ou ceci, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Bref, là où beaucoup de gens vivent dans l'espoir et donc dans la crainte, dans la peur, le sage préfère, lui, faire ce qui dépend de lui, il désirer ce qui est plutôt que ce qui n'est pas, aimer, et faire ce qui dépend de lui, agir. Encore une fois, il s'agit d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, et de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Il y a un travail à faire. Ces gens-là, malheureusement, ne sont pas conscients et ne veulent pas bosser après ça, parce que j'ai l'impression que non. Mais c'est des traumas de l'enfance, c'est des traumas... je veux dire, on est tous... même tu peux avoir la plus belle enfance du monde et tout, tu vas en sortir marqué. Parce qu'il y aura des choses qui... Voilà, c'est l'être humain, c'est comme ça. Mais avoir la volonté de changer et d'aller vers le mieux pour soi-même déjà. Mais il faut encore réaliser qu'il y a un problème. Si ces gens-là ne réalisent pas qu'il y a un problème, c'est quoi? C'est chaud. À chaque fois, vous regardez votre portable posé à côté de vous. Et vous savez qu'avec un peu de chance, si vous l'ouvrez, ce sera peut-être le gros lot et vous obtiendrez quelque chose. Ce n'est pas dû au hasard, ça a été conçu comme ça. On n'est jamais si près du but que quand on prend la décision.
Il existe une spécialité entièrement dédiée à activer la croissance d'une entreprise. Des équipes d'ingénieurs ayant pour unique mission de rentrer dans la tête des gens. La finalité, c'est d'augmenter la croissance, d'avoir plus d'inscriptions et de convaincre les utilisateurs d'en inviter d'autres. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Personne. Ni vous, ni moi, ni votre ami. Personne n'est jamais arrivé. L'important, c'est d'avoir conscience de là où j'en suis. Vous, je vous remercie beaucoup pour ça. Vous êtes d'une humilité rare. C'est-à-dire que vous reconnaissez les choses. C'est une grande valeur. C'est d'une grande valeur. Moi, je vous conseille vraiment d'aller dans une association où vous allez pouvoir être très utile. Très utile, Peter. Il a été conduit chez Facebook une expérience qu'ils ont appelée expérience de contagion à grande échelle. Le fait est que ça a parfaitement fonctionné. Ils savaient maintenant de quoi ils étaient capables. Ils étaient en mesure d'avoir une incidence sur des actions de la vie réelle sans jamais que l'utilisateur soit réellement conscient de ce qui s'est passé. Il est à 1000 lieues d'imaginer ce qu'on lui fait subir. On utilise l'intelligence artificielle contre nous-mêmes afin de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et ce qui déclenche une réponse en nous. Il s'agit de désapprendre à espérer, ou je suis plus modeste, espérer un peu moins, comme je disais, parce que désapprendre à espérer, on ne peut pas cesser d'espérer. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de crainte sans espoir. Comme nous sommes pleins de peur, pleins de crainte, nous sommes morts de trouille, et donc forcément, on espère des tas de choses. Donc il ne s'agit pas de désapprendre à espérer, il s'agit d'espérer un peu moins. Mais en revanche, effectivement, il s'agit d'apprendre à vouloir, et donc agir, parce qu'attention, il n'y a pas de volonté sans action. On peut désirer sans agir, on peut espérer sans agir, on ne peut pas vouloir sans agir. Autrement dit, c'est le secret du stoïcisme, son cœur vivant, tu fais toujours ce que tu veux. Pas toujours ce que tu désires, mais tu fais toujours ce que tu veux, mais attention, tu ne fais que ce que tu veux. Et donc apprendre à vouloir, c'est par définition apprendre à agir. Une volonté qui n'agit pas, ça n'est pas une volonté, c'est un projet, c'est un rêve, c'est une intention, ça n'est pas une volonté. Il n'y a de volonté qu'en acte, vouloir c'est agir ou ce n'est pas vouloir, et c'est pourquoi le volontarisme stoïcien qui nous apprend à vouloir est une philosophie, une éthique de l'action. Ouais, ça t'aura servi énormément quand tu trouveras quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus équilibré. Et d'avoir vécu ça aussi. Vraiment, le fait de commencer à sentir l'aiguille, les aiguilles dans la peau, c'est une sensation en fait qui est, j'ai envie de dire, indescriptible, parce que chacun doit la ressentir de manière différente. Moi, je sais que je prends un certain plaisir, alors pas dans une logique masochiste ou quoi que ce soit, mais juste en fait, vu que chaque tatouage a finalement une signification chez moi, même si ça peut être une signification purement esthétique, le fait de savoir que je suis en train de me faire ancrer quelque chose qui a une signification dans la peau, en fait, me procure une sorte de satisfaction. Moi, je suis très croyant, je suis pas religieux, mais je crois au Créateur. Je m'intéresse beaucoup aux religions, et dans l'islam, par exemple, ils disent que Dieu n'endure, toi tu dois être athée, c'est sûr. Dieu ne fait endurer, n'endure que ses préférés, quoi. C'est vachement bien dit, tu vois. Pour au moins, avec une prise de recul, je me dis si je croyais pas au Créateur, c'est vachement bien amené, tu vois. C'est une manière positive de te dire, bah tu vois, si t'arrives ça, telle ou telle merde, c'est parce qu'on t'aime. On t'aime et voilà, quoi. Moi je suis pas trop par contre à croire que il y a un paradis ou quoi que ce soit ou quoi. Mais voilà, obligé de constater que t'as évolué, obligé de constater que peut-être que l'année prochaine, dans 2 ans, si tu fais une relation, tu ne feras sûrement pas les mêmes conneries, ça t'aura permis de grandir énormément et de prendre conscience du bonheur, d'être avec une personne qui te fait pas vivre ces montagnes russes. C'est quoi? C'est les pires, ces personnes-là.
Le but, c'est de vous manipuler psychologiquement le plus efficacement possible, avec en cadeau une dose de dopamine. On retrouve ce procédé chez Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ou encore Twitter. Tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même façon. C'est exactement le genre de choses qu'un pirate informatique tel que moi ferait. En définitive, on exploite une vulnérabilité, et dans ce cas précis, c'est l'esprit humain. Tu vois, je fais péter les masques, et ce qui se passe en privé, bah moi je peux l'afficher. Aujourd'hui, il y a la puissance des réseaux et tout. Et je pense que si tu te balades sur Facebook, moi je me balade plus sur Facebook, mais c'est beaucoup ça, c'est beaucoup des règlements de compte. C'est soit des gens super perchés qui balancent que leur vie et ils sont brillistes à mort et pareil, ils sont dans la demande de likes et tout. Bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ou soit il y a des gens, ils règlent leur compte à travers des phrases qui sont vagues et tout. Et toi, même de loin, tu dis ouh là il y a règlement de compte et tout. En général, un outil est simplement placé dans un coin en attendant d'être utilisé. Il attend, patiemment. Ce n'est plus un outil du moment que ça vous demande quelque chose, ou que ça tente de vous séduire, de vous manipuler pour arriver à ses fins. On est passé d'un environnement où les inventions étaient de simples outils, à un environnement où ils favorisent l'addiction et la manipulation. C'est ça qui a changé. Les réseaux sociaux ne sont pas des outils qui attendent d'être utilisés. Ils ont leurs propres objectifs. Et pour les atteindre, ils utilisent des techniques de psychologie contre vous. Mais c'est quelqu'un qui rejette beaucoup la faute sur les autres. C'est bon, elle a envoyé. Il commente son commentaire à elle sur son commentaire à lui sur son post. Dans le contexte global de la société du selfie et de l'ultra-connecté, les nouvelles techniques de l'information et de la communication changent nos vies. Et la position des influenceurs et influenceuses questionne nos rapports politiques. L'audience de certaines de ces créateurs de contenu reste mesurée, tandis que d'autres croissent comme de véritables entreprises médiatiques. Le nombre de followers ne garantit peut-être pas la qualité des analyses proposées par les influenceurs, mais cette quantité est presque toujours un argument de vente pour les consommateurs de contenu, en parfait accord avec la logique marchande capitaliste. Nombre d'abonnés, nombre de likes, nombre de retweets. Sur Instagram et Twitter, on discerne facilement les gros comptes qu'il faut suivre et les nouvelles tendances du moment. À mesure que les machines assurent la gestion algorithmique de nos vies, c'est l'argumentum ad populum, plus on est nombreux, plus on a raison, qui semble faire système. C'est trop facile d'accuser tout le temps les autres. L'enfer c'est les autres, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Même moi, j'ai pu faire du mal à du monde, même sans volonté de le faire. Sommes-nous la dernière génération de gens qui sauront ce que c'était de vivre avant que cette illusion soit mise en place? Comment sortir de la matrice quand on ne sait pas qu'elle existe? Mais c'était tout au moins pas les mêmes attentes. Elle a l'air, contrairement à toi, deux personnalités opposées qui s'attirent, parce que toi t'as l'air c'est pas voilà, mais tu parles comme un boy, tu vois, tu sais qui t'es sûr de toi, tu ne caches rien, en mode tu
fier de moi, je suis fier de moi, même dans la merde, même en pleine dépression, j'en ai rien à foutre, j'assume, je dis ce que je suis, et en face t'as quelqu'un qui fait tout, qui mise tout sur l'apparence, je dois représenter ça. Ouais, c'est Pete. Sur le côté permanent des tatouages, en fait, est-ce que ça me fait peur ? Non. Clairement, en fait, je ne me pose absolument pas la question de savoir si dans 1 an, 5 ans, 10 ans ou 50 ans, j'apprécie... Enfin, 50 ans, ouais, je serais fort vivant, je pense. Si dans 50 ans, j'apprécierais encore mes tatouages ou non. Parce qu'en fait, j'aime pas prévoir aussi loin. Le principal, c'est qu'ils me satisfassent au jour le jour, en fait, ces tatouages. Et si je les fais aujourd'hui, c'est qu'ils ont une importance particulière à mes yeux, qu'ils ont une signification, ou en tout cas qu'ils correspondent à une esthétique que j'apprécie. J'utilise souvent le même exemple pour expliquer pourquoi les fils d'actualité de sites comme Facebook sont un vrai fléau pour chacun d'entre nous. Prenons le cas de Wikipédia. Le contenu d'une même page ne change pas suivant les gens. C'est donc une des seules choses en ligne qu'on a tous en commun. Imaginez une seconde si un jour Wikipédia se décidait à dire « On va donner un contenu différent à chaque nouveau visiteur. » Et les gens vont nous payer pour ça. Wikipédia se mettra ensuite à nous espionner et à calculer ce qu'il doit faire pour attirer au maximum notre attention. Dans un but purement lucratif, il modifierait à sa guise son contenu afin de maximiser ses revenus publicitaires. Vous imaginez ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur Facebook. C'est exactement ce qui se passe sur YouTube. Si vous tapez « le changement climatique est » dans Google, vous allez avoir des résultats différents selon votre localisation. Dans certaines villes, vous aurez des termes du style « le changement climatique est un canular ». Dans d'autres, vous pourrez avoir « le changement climatique est en train de détruire la nature ». Ce n'est pas la vérité qui est mise en avant quand vous faites votre recherche, mais bien le lieu où vous vous trouvez et les centres d'intérêt que Google vous connaît. Prenons 2 amis qui sont très proches, qui fréquentent le même groupe d'amis. Ils pensent, à juste titre, qu'ils ont exactement le même fil d'actualité Facebook. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils vivent dans 2 mondes différents où des ordinateurs choisissent pour eux ce qui leur correspond. On ne connaît qu'une version, c'est-à-dire là, je connais que ta version. Peut-être que si elle, je lui demandais à me rencontrer une toute autre histoire. Mais c'est normal parce que en vivant la même chose, tu peux vivre la même chose, le même souvenir avec quelqu'un. Tu verras que quelques années après, même quelques mois, même des fois dans les heures qui suivent, tu n'as pas vu la même scène en fait. Parce que tu n'as pas eu la même perception, tu n'auras pas bloqué sur les mêmes choses et tout. Et c'est qu'une histoire de perception. Et c'est pour ça que quand les flics ils interrogent plusieurs témoins, ils les interrogent à part pour pas que les autres influencent, parce que leur cerveau ils ont enregistré des choses complètement différentes de la même scène, tu vois. Et faut surtout pas qu'ils parlent parce que sinon ensemble, parce que sinon ils vont se laisser influencer et chacun a peut-être bloqué sur un petit détail que plus que voilà, et chacun a une perception de la même scène différente. Et alors imagine quand on est impliqué dedans, quand on est dans un des 2 camps. Si on mélange à ça l'ego, si on mélange à ça les émotions, les sentiments et tout, on est mal barré quoi. Si aujourd'hui vous êtes content quand vous recevez une notification qui vous avertit que je viens de sortir un nouvel épisode, j'ai envie de vous dire, profitez-en bien. Profitez-en bien parce que ça ne va pas durer éternellement. Pourquoi je dis ça ? Parce que, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on apprécie à un moment donné, on finit par le déprécier. Tout ce qui nous procure de la joie, du plaisir, de la satisfaction, on finit par s'y habituer
Et au bout d'un certain temps d'habitude, on finit par percevoir et par être sensible à ce qui ne nous plaît pas. Lorsqu'on aime quelque chose, arrive toujours un moment où on finit par désaimer. Désaimer ne veut pas dire détester, ça ne veut pas dire haïr, ça veut simplement dire qu'on passe à autre chose. Ça veut simplement dire qu'on a fait le tour et c'est normal. C'est tout à fait normal à un moment donné de moins aimer quelque chose qui nous a procuré beaucoup de plaisir ou beaucoup d'enthousiasme. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque viendra le jour où vous n'éprouverez plus en écoutant mes épisodes le plaisir que vous éprouviez au début, n'hésitez pas à faire une pause, n'hésitez pas à arrêter de m'écouter, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Je ne suis pas là pour recevoir des compliments, même si les compliments font toujours plaisir, ne soyons pas hypocrites, mais je suis là, comme on l'est tous, pour accompagner un moment de votre vie. Toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre vie vous ont accompagné pendant un moment de votre vie. Certaines de ces personnes vous ont aidé à franchir une étape. Certaines de ces personnes vous ont aidé à prendre conscience de quelque chose qui vous aura aidé à avancer. Mais à moins que vous ne juriez fidélité à la personne avec laquelle vous vous engagez, vous n'avez aucun devoir de continuer à aimer quelque chose qui ne vous plaît plus. Donc le jour où vous en aurez marre de moi, le jour où vous en aurez marre de m'écouter disserter pendant 45 minutes sur un auteur, eh bien ce jour-là, arrêtez de m'écouter. Arrêtez de m'écouter et allez vers de nouveaux plaisirs. J'ai dit tout à l'heure en souriant que si je m'étais lancé dans la vulgarisation de la philosophie, c'était pour rembourser mes péchés. Il y a un fond de vérité dans cette réponse qui est que tout ce qu'on fait, on le fait avant tout pour soi. Et si on fait les choses pour soi, on ne doit pas hésiter à arrêter de faire ce qu'on n'aime plus et à aller découvrir, aller explorer de nouvelles choses qui seront nos amours de demain. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui me suivent et qui m'écoutent depuis le début. Et je sais aussi que parmi les personnes qui m'écoutaient depuis le début, il y en a qui à un moment donné sont parties. Parce qu'elles ne trouvaient plus dans mon contenu ce qui les faisait vibrer au début. Ces personnes ont eu raison, comme ont raison toutes les personnes qui considèrent qu'évoluer, c'est aller vers l'ailleurs. Mon but, c'est de poser ma pierre à cet édifice qu'est le monde. Vous avez tous votre pierre à poser. Posez votre pierre à l'édifice et ne vous retournez pas. Nous craignons tous le jour où la technologie finira par surpasser la force et l'intelligence humaine. Quand est-ce qu'elle va prendre nos emplois et être plus intelligente que nous? Mais bien avant que tout ça n'arrive, il existe un moment où la technologie exploite les faiblesses humaines. Nous vivons dans ce moment. Nous sommes dans une ère d'addiction, de polarisation, de radicalisation, d'indignation, de vanité et de culte de la personnalité. Ça prend le dessus sur la nature humaine. Et c'est échec et mat. Pour l'humanité.